Quand on y pense, la plupart des bouteilles ont une chose en commun, un long goulot. T'es-tu déjà demandé pourquoi ? Eh bien, il y a plusieurs raisons et aucune n'a rien à voir avec les girafes ou les autruches. Pour commencer, as-tu déjà versé quelque chose dans un verre à partir d'un récipient à ouverture large ? C'est difficile car l'eau colle aux surfaces larges et se répand partout. Ce phénomène est physique, l'air et le liquide ont tendance à s'écouler le long d'une surface. C'est l'effet Coanda. Il rend difficile le fait de verser un liquide car les molécules de ce dernier sont attirées par la surface du récipient. Une autre raison est la tension de surface, qui signifie que les molécules d'un liquide ont tendance à se coller les unes aux autres plutôt qu'à l'air. L'eau a donc tendance à rester groupée et elle coule d'un bloc le long de la surface au lieu d'aller là où tu veux. Un goulot étroit permet de la verser plus facilement, car le liquide coulerait sur une surface plus petite. Il y a aussi une autre raison d'ordre pratique. Un goulot plus petit nécessite moins de matériaux à la fabrication, ainsi qu'un bouchon plus petit pour le fermer. Le coût de la bouteille est ainsi réduit. Et il y a encore une autre raison. Le goulot t'empêche de réchauffer la boisson. Sans goulot, tu tiendrais sûrement la bouteille par le milieu, là où se trouve son contenu, et la chaleur de tes mains réchaufferait vite le liquide. Lorsqu'il y a un goulot, tu tiens ta bouteille par ce dernier. Cela limite la quantité de chaleur transférée à la bouteille et ta boisson reste froide plus longtemps. Si tu utilises une bouteille réutilisable, tu sais que parfois, elle peut sentir mauvais, même si tu ne la remplis que d'eau normale. Mais ce n'est pas l'eau qui sent mauvais, ce sont les micro-organismes qu'elle contient. Quand tu bois la bouteille, des particules de ta salive et de ta sueur y entrent. Ces bactéries s'accumulent peu à peu dans la bouteille et cela crée une odeur. Donc si tu réutilises des bouteilles, lave-les bien tous les jours et fais-les surtout sécher complètement avant de les réutiliser. Certaines personnes réutilisent les bouteilles en plastique, mais ce n'est pas sans danger, car la plupart d'entre elles sont destinées à un usage unique. Le principal problème est la lixiviation. Les produits chimiques utilisés pour fabriquer une bouteille en plastique peuvent se dissoudre dans le liquide. Si tu réutilises une bouteille en plastique, l'usure peut créer des micro-rayures dans la bouteille où les bactéries se développeront. Il vaut donc mieux investir dans une bouteille conçue pour être réutilisée. Mais n'oublie pas de la laver tous les jours. Les jeans sont apparus pour la première fois en 1873. Ils ont été inventés par Jacob Davis et Lévi-Strauss. Davis était un tailleur qui fabriquait des couvertures et des tentes, et Strauss était un homme d'affaires qui vendait du tissu. Les premiers jeans ont été fabriqués par Davis à partir de denim, un tissu qu'il a acheté à Levi-Strauss & Co. Ils ont ensuite breveté le modèle ensemble. Le bleu était la couleur standard pour le denim, qui était imprégné de teinture indigo. L'utilisation de la couleur bleue est une tradition qui perdure encore souvent aujourd'hui. Les jeans comportent également des rivets métalliques depuis le début. Jacob Davis, qui a fabriqué le premier jean, a ajouté des rivets en cuivre aux endroits où les pantalons sont plus susceptibles de se déchirer, soit à la braguette et sur les poches, afin de les rendre plus solides. Aujourd'hui, ils ont surtout un but décoratif et permettent de distinguer les jeans des autres pantalons. Une autre particularité des jeans, ce sont ces petites poches qui semblent ne servir à rien. À l'époque où de nombreux cow-boys portaient des jeans, cette poche était faite spécialement pour y ranger une montre à gousset. De plus, à l'époque, un jean n'avait que 4 poches. 7 minuscules poches pour la montre, 2 grandes poches à l'avant et une seule poche à l'arrière. De nombreuses fermetures éclairs portent les lettres YKK gravées. Il s'agit d'une abréviation du nom de la société qui les fabrique, qui peut être traduite par Société actionnaire de Yoshida Manufacturing. Désolé de te l'apprendre, mais l'argent n'est pas vraiment fait de papier, ce qui prouve aussi qu'il ne pousse pas sur les arbres. Les billets de banque américains, par exemple, sont composés de 25% de lin et de 75% de coton. C'est pourquoi ils ont une texture et un aspect si distincts. Au 19e siècle, l'argent était fait de papier, si bien que les gens pouvaient facilement le contrefaire, contrairement à aujourd'hui. La tour Eiffel est presque 15 cm plus haute pendant l'été. Lorsque tu chauffes une substance, ces particules se mettent à bouger plus activement et à occuper un plus grand volume. C'est ce qu'on appelle la dilatation thermique. Lorsque la température baisse, la substance se contracte à nouveau. Un tel effet est plus important dans les gaz, mais on peut aussi le constater dans les liquides et les solides, y compris le fer. C'est pour cette raison que lorsque l'on construit de grandes structures, comme des ponts, on utilise des joints de dilatation. Ils permettent à la structure d'avoir une certaine marge de manœuvre pour se dilater et se contracter,
et ces changements ne causent aucun dommage. Le miel peut durer des milliers d'années sans se détériorer. Les abeilles se posent sur les fleurs pour recueillir le nectar sucré, puis elles le transportent jusqu'à leur ruche et le transfèrent à d'autres abeilles ouvrières. Ces dernières réduisent la teneur en eau du nectar en avalant et en régurgitant le liquide à plusieurs reprises. Miam, du vomi d'abeille. Des enzymes spéciales dans leur estomac décomposent le glucose contenu dans le nectar et celui-ci devient plus acide. Les abeilles déposent ce nectar dans l'alvéole et commencent à l'éventer avec leurs ailes pour que l'eau s'évapore plus rapidement. Le miel est maintenant très acide et pauvre en eau, ce qui le préserve de la détérioration. Les bactéries qui provoquent la détérioration des aliments ne peuvent pas survivre dans de telles conditions. Notre Lune pourrait cacher bien plus de poches d'eau que les scientifiques ne le pensaient. Sa surface présente ce qu'on appelle des pièges froids. Ce sont des zones qui sont dans l'ombre en permanence. Si tu te tiens près d'un des pôles de la Lune, en particulier le pôle sud, tu verras de telles ombres partout, représentant une surface cumulée de 39 000 km². Certains pièges froids minuscules ne font qu'1 cm de large, tandis que d'autres sont des centaines ou des milliers de fois plus grands. Ces régions se trouvent dans une obscurité permanente et pourraient même être restées sans le moindre rayon de soleil pendant des milliards d'années. Et aujourd'hui, les scientifiques pensent qu'elles cachent bien plus de choses que ce que nous pensions. Notamment de petites plaques de glace, pas plus grandes qu'une pièce d'1 centime, mais tout de même potentiellement utilisables pour abreuver les astronautes ou pour le carburant de leur fusée. La majorité de l'eau pourrait être piégée dans du verre ou quelque part entre les grains de la surface lunaire. Selon une théorie, 40 000 km² de la surface lunaire pourrait avoir la capacité d'abriter de l'eau. Mais personne ne peut encore le prouver, à moins de s'y rendre en personne ou d'envoyer des rovers pour creuser sous la surface. La Lune n'est pas entièrement blanche et dépourvue de couleurs. Les astronautes d'Apollo qui ont atterri en 1969 ont dit que la Lune était un peu brunâtre. Des études ultérieures ont montré que certaines zones lunaires sombres présentaient des nuances de brun et de bleu. Les régions montagneuses sont jaunâtres avec de légères traces roses et pâles. Les couleurs ne sont pas les mêmes partout à cause des différentes quantités de métaux divers qui sont présents sur la Lune, comme le titane ou le fer dans les minéraux de surface. Cette entreprise japonaise est le plus grand fabricant de fermetures éclairs du monde. Elle appose donc ses initiales sur toutes les fermetures qu'elle produit, soit environ la moitié de toutes celles du monde. C'est pourquoi tu vois ce genre de fermeture éclair plus souvent que n'importe quel autre. Il n'y a pas que les jeans qui sont bleus, il y a aussi les uniformes des policiers. Les premiers agents de police officiels sont apparus à Londres au XIXe siècle. Ils portaient un uniforme bleu pour contraster avec l'uniforme rouge et blanc que portaient alors les militaires. 2 décennies plus tard, la police est arrivée aux États-Unis où elle a suivi le même modèle. L'uniforme est toujours bleu de nos jours car il s'est avéré être une bonne couleur. Elle n'est pas très visible dans l'obscurité et les policiers peuvent observer les choses sans se faire remarquer. De plus, les tissus foncés sont moins salissants. Et puis, tout le monde sait que les policiers portent du bleu et qu'on les reconnaît grâce à cette couleur. Alors, pourquoi changer cela ? Si les balles de golf sont pleines de fossettes, ce n'est pas par hasard. Au début, les golfeurs jouaient avec des balles lisses. Avec le temps, elles s'abîmaient, mais elles se mettaient aussi à voler beaucoup plus loin. C'est grâce à l'aérodynamisme. Les fossettes permettent à l'air de circuler plus facilement autour de la balle, ce qui les porte plus loin. L'idée a donc été adoptée et les balles sont depuis dotées de centaines de fossettes. Parfois, lorsque les oiseaux migrent vers un endroit éloigné, ils peuvent passer plusieurs jours à voler. Je me suis toujours demandé comment ils faisaient pour dormir pendant le trajet. Eh bien, il y a plusieurs façons de le faire. Certains sont constamment à moitié endormis. Une moitié de leur cerveau travaille et l'autre dort, puis ils alternent. D'autres oiseaux font une multitude de micro-siestes en cours de journée. En moyenne, chacune de ces siestes ne dure que 9 secondes et pendant ce temps, l'oiseau plane au gré du vent. Si on additionne toutes ces micro-siestes de la journée, on réalise que l'oiseau a fait son temps de sommeil. Les fers à cheval sont de véritables chaussures pour chevaux. C'est pour ça qu'on leur en met. Ils servent à protéger les sabots des environnements pouvant les abîmer, comme les trottoirs durs, faits de matériaux non naturels, auxquels les chevaux ne sont pas naturellement adaptés. Les fers à cheval ont cette forme bizarre parce qu'ils sont cloués au sabot. Le centre du sabot est sensible, et cela ferait mal au cheval si quelqu'un essayait d'y fixer un morceau de fer.
mais les bords des sabots ne ressentent aucune douleur. Et c'est pour cette raison que les fers à cheval sont ronds avec le centre vide. C'est comme si on leur posait de faux ongles. Tu liras plus ou moins vite en fonction du support de lecture. En moyenne, les gens lisent 10% plus lentement lorsqu'ils choisissent un écran plutôt que du papier. De plus, tu clignes moins des yeux quand tu es devant un ordinateur. Les gens clignent des yeux à un rythme d'environ 20 fois par minute. Mais lorsqu'ils sont devant un écran, cela descend à 7 fois par minute. L'invention de la radio a été une grande percée, mais il lui a fallu 38 ans pour atteindre une audience de 50 millions de personnes. À titre de comparaison, l'iPod a atteint le même succès en seulement 3 ans. Pourquoi le logo de Snapchat est-il un fantôme ? Selon Evan Spiegel, l'un des fondateurs, ils avaient conçu leur logo iconique avant même de lancer l'application. Ils ont d'abord créé une appli de partage d'images éphémères qu'ils ont appelée Peekaboo. On ne sait pas vraiment si le logo a inspiré le nom ou si c'est l'inverse. Spiegel a choisi l'image du fantôme que nous connaissons tous, parce qu'il voulait représenter la nature fugace des images que les utilisateurs s'envoient via cette application. Tu vois l'image une fois, puis elle disparaît dans les airs, comme un gentil fantôme. Ce que ce logo représente. Spiegel a trouvé le logo en une seule soirée. Il a parcouru de nombreux logos d'autres applications populaires et a réalisé qu'aucun d'entre eux n'était jaune. Il a donc décidé d'utiliser cette couleur pour son propre design. En 2011, c'était un fantôme souriant avec 2 bras courts, une tête ronde et une langue qui dépasse. Il faisait un peu penser à une tenue d'Halloween. En 2013, le visage du fantôme a disparu. Les propriétaires de Snapchat ont dit que cela suggère que chaque utilisateur est le symbole de leur application. En 2019, les concepteurs ont assombri et épaissi le contour du fantôme, ce que les utilisateurs n'ont pas particulièrement apprécié. En parlant de logo, le logo de Firefox n'est pas un renard. Les gens le croient surtout à cause du nom. Mais la mignonne créature à fourrure qu'ils utilisent comme logo est un panda roux. La première souris d'ordinateur est apparue dans les années 1960 et n'était pas en plastique, mais en bois. Elle a reçu ce nom à cause de sa forme, qui la faisait ressembler à une vraie souris. De plus, le cordon qui sortait de l'arrière faisait aussi penser à la queue d'une souris. Voici pourquoi les bulles sont rondes. Elles se produisent lorsqu'une pellicule fine, comme celle de l'eau savonneuse, emprisonne un gaz, disons l'air. Les molécules de la pellicule s'attirent les unes les autres, ce qui permet de la maintenir ensemble. En même temps, la pellicule se réduit à la plus petite surface possible. Or, la plus petite surface qui englobe un volume quelconque est une sphère. Ainsi, la pellicule se rétrécit jusqu'à former une sphère et ne peut pas vraiment se rétrécir davantage car de l'air est emprisonné à l'intérieur. Des bonbons qui pétillent, miam, mais t'es-tu déjà demandé comment ça fonctionne ? Ces bonbons sont fabriqués en chauffant un mélange de sirop de maïs, de saccharose et de lactose jusqu'à ébullition. Le dioxyde de carbone bouillonne dans le mélange fondu sous une très haute pression. Ensuite, on refroidit rapidement le mélange sous pression pour que le gaz ne s'échappe pas alors que le bonbon passe à l'état solide. Une fois la pression relâchée, le bonbon se brise en petits morceaux. Chaque morceau contient de très petites bulles de CO2. Elles sont piégées jusqu'au moment où tu mets le bonbon dans ta bouche. Les conditions chaudes et humides qui y règnent dissolvent le sucre et le gaz s'échappe avec un pop satisfaisant. Lire a tendance à faire somnoler, et les personnes qui ont du mal à s'endormir profitent souvent de cet effet le soir. Mais si tu ne veux pas t'endormir, pourquoi cela arrive-t-il quand même ? Généralement, on lit dans une atmosphère calme et relaxante comme un lit, un fauteuil confortable ou sous des couvertures. Ce n'est pas juste une atmosphère parfaite pour lire, elle l'est aussi pour s'endormir. Ton esprit cesse de s'interroger sur tous tes problèmes de la journée pour se concentrer sur une seule chose. Il se met donc aussi dans l'ambiance idéale pour s'endormir. La plupart des shampoings indiquent qu'il faut se laver les cheveux 2 fois avec. Mais est-ce vrai ou est-ce juste pour t'inciter à utiliser plus de produits pour en acheter plus ? Tout dépend de la fréquence à laquelle tu te laves les cheveux. En général, le premier lavage élimine la saleté et les cellules mortes, et le second hydrate les cheveux et le cuir chevelu. Donc le double lavage est effectivement une bonne chose, mais seulement si tu ne te laves pas les cheveux tous les jours. Dans le cas contraire, il n'y a pas tant de saleté accumulée et un seul lavage suffit.
Les mini-carottes sont vraiment minuscules, mais elles sont aussi humides, contrairement aux carottes normales. Les mini-carottes ne correspondent pas à une variété spéciale. Ce sont des carottes normales auxquelles on a enlevé la peau et les couches extérieures, puis qu'on a polies pour les rendre belles. Du coup, elles ne retiennent plus l'humidité. Une fois coupées, les mini-carottes se dessèchent vite. C'est pourquoi on les vend généralement dans des sachets contenant un peu d'eau. Pourquoi certains oiseaux marchent-ils tandis que les autres sautillent? Ceux qui restent le plus souvent dans les arbres ont tendance à sautiller. Il est plus facile et plus rapide pour eux de se déplacer entre les branches et les brindilles étroites en sautant. Les pieds et les pattes de ces oiseaux sont adaptés au sautillement. C'est donc ainsi qu'ils se déplacent même lorsqu'ils sont sur le sol, à la recherche de nourriture. Le sautillement convient surtout aux oiseaux petits et légers, munis de pattes courtes. Chaque fois qu'ils sautillent, ils économisent le temps et l'effort de quelques pas. C'est donc comme ça qu'ils économisent leur énergie. Mais sautiller est toujours plus lent que courir. C'est pourquoi certaines espèces, comme les merles, passent du sautillement à la course lorsqu'ils sont pressés. Les oiseaux qui cherchent principalement leur nourriture et nichent au sol, eux, courent davantage qu'ils ne sautillent. Ceux qui cherchent de la nourriture au bord de la mer ont surtout de longues pattes pour patauger. L'évolution les a ainsi aidés à couvrir efficacement de grandes surfaces. En revanche, il serait très peu pratique pour eux de sautiller sur leurs frêles pattes. Certains animaux pour chasser auraient bien besoin d'yeux à l'arrière de leur tête pour voir les prédateurs s'approcher d'eux. Mais malheureusement, cela ne fonctionnerait pas. Les animaux ont besoin d'yeux qui regardent vers l'avant pour savoir où ils vont. S'ils avaient une paire d'yeux supplémentaires à l'arrière de leur tête pour voir les prédateurs qui les poursuivent, leur cerveau devrait passer par un processus compliqué pour combiner ces deux visions différentes en une seule. Au lieu de cela, ils ont souvent des yeux sur les côtés de leur tête. Les lapins, par exemple, ont des yeux situés en haut et sur le côté. C'est ainsi qu'ils ont un champ de vision assez large. Il y a cependant un inconvénient, un petit angle mort devant eux. Les chèvres ont des pupilles horizontales, c'est pourquoi elles peuvent voir à 320 degrés sans angle mort. Le soleil ne fait pas que briller et nous tenir chaud. Il génère aussi une sorte de son qui se présente sous la forme d'ondes de pression. Ces ondes se produisent à cause d'énormes poches de gaz chaud qui s'élèvent des profondeurs de notre étoile centrale.